Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce soir au musée d'Orsay. J'espère que vous avez pu découvrir dans des conditions agréables l'exposition qui a été inaugurée par les 4 présidents de la République hier. Et cette exposition qui est un grand bonheur et un grand honneur pour le musée d'Orsay. C'est un projet qui porte à la fois une grande ambition culturelle, celle de découvrir, comme le dit Rodolphe Rapetti, l'écrit Rodolphe Rapetti dans le catalogue d'exposition, une terra incognita de l'histoire de l'art européen, des pays, des artistes que nous connaissons mal de ce côté-ci de l'Europe et qui pourtant ont beaucoup à nous dire sur l'histoire culturelle de l'Europe de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, autour de ce courant symboliste, qui est un courant profondément international, qui naît à Paris, bien sûr, notamment autour de la question littéraire, mais qui, vous le savez, irrigue toute l'Europe jusqu'au début du XXe siècle. Et nous voyons bien dans cette exposition combien les 3 pays baltes se sont à la fois nourris des grandes idées du symbolisme, et de cet art de l'idée sur lequel on reviendra peut-être dans la conférence, mais en même temps aussi combien les propres histoires nationales, les propres tensions aussi autour de la naissance d'identités propres de ces pays, alors qu'ils accédaient à l'indépendance, nourrissent aussi profondément l'originalité évidemment de ce mouvement. Donc c'est un grand plaisir, un grand bonheur pour Orsay d'accueillir cette exposition. C'est une grande tradition à Orsay depuis plus de 30 ans que de découvrir régulièrement des pans culturels de l'histoire de l'Europe, et je suis ravi de pouvoir inscrire cette exposition dans cette belle tradition. Je voulais évidemment souligner combien un projet de cette nature profondément internationale, au fond, doit beaucoup à la confiance réciproque que les établissements, que les musées se portent entre eux. Et je voulais évidemment souligner la collaboration exemplaire entre le musée d'Orsay, le musée national des beaux-arts de Lettonie à Riga, le musée d'art d'Estonie à Tallinn, le musée d'art de Lituanie à Vilnius et le musée national Čiurlionis de Lituanie à Kaunas. Tous leurs directeurs sont ici aujourd'hui présents sur la scène de l'auditorium d'Orsay. Je veux à la fois leur redire à nouveau ma reconnaissance pour leur très grande confiance. Ils nous confient pendant 3 mois les chefs-d'œuvre de leur collection de la période symboliste, et ça n'est pas un mince symbole. Je veux aussi saluer le remarquable travail de Rodolphe Rapetti, à qui je dois beaucoup dans ma carrière, et ça me fait très plaisir de le dire ici ce soir, cher Rodolphe, parce que pour ceux qui le savent, j'ai débuté sous votre direction dans cette maison, modeste stagiaire de l'école du Louvre, il y a quelques années, il faut le dire. Et c'est un immense bonheur de vous accueillir comme commissaire aujourd'hui, de t'accueillir, Rodolphe, comme commissaire aujourd'hui, et de reconnaître le magnifique travail que tu fais depuis très longtemps sur le symbolisme, sur la relecture de l'histoire du symbolisme, et ta curiosité intellectuelle insatiable qui a fait des merveilles aussi dans le dialogue avec nos confrères baltes. Confier le commissariat d'une exposition aussi emblématique à un commissaire français est un geste d'amitié extrêmement fort qui nous honore, cher Rodolphe. Merci encore. Et je veux aussi remercier dans cette aventure Ginta Gerhardt-Upenece, directrice du département des arts visuels de Lettonie au Musée national des beaux-arts de Riga, la trop discrète Ginta, à qui nous devons tant dans ce projet. Merci Ginta d'avoir coordonné ce projet. Voilà, merci du fond du cœur, parce que c'était une entreprise parfois longue, parfois complexe, magnifiquement célébrée, je crois, aujourd'hui, mais voilà, merci infiniment. Cette exposition, elle vient célébrer aussi une certaine vision de l'Europe, et ce n'est pas sans raison, et vous le savez, que les présidents des 4 pays ont choisi de la placer sous leur haut patronage. Cette exposition, c'est le rappel du lien irréductible qui unit nos 4 pays. Elle vient rappeler que l'Europe de la culture n'est pas un vain mot, mais une réalité qu'il nous faut construire tous les jours, projet après projet. S'interroger sur le destin européen des pays baltes, c'est repenser tous les fondamentaux qui nous lient de cette Europe que nous continuons donc de construire ensemble. Je souhaite donc que cette belle exposition rencontre tout le succès qu'elle mérite, que le public parisien soit curieux, je l'espère. J'espère que la presse va nous soutenir dans cette découverte dans les jours qui viennent. Et je ne peux que souhaiter, devant tous mes confrères baltes ce soir, que souhaiter que nous poursuivons ces beaux projets de partenariat européen dans le futur,
à nouveau avec les pays baltes et bien sûr avec le reste de l'Europe. C'est l'une des grandes vocations de l'établissement public d'Orsay de l'Orangerie. Maintenant, assez parlé de généralité, nous allons rentrer dans le vif du sujet, cher Rodolphe, en écoutant tout simplement nos confrères baltes qui vont nous présenter donc tour à tour leurs institutions nationales, avec d'ailleurs un certain nombre d'images pour nous présenter des musées que nous connaissons mal, mais qui ont connu des rénovations extrêmement importantes depuis l'indépendance du début des années 90, donc depuis 20-25 ans. Ce sont des établissements qui ont beaucoup changé. Et je pense qu'après chaque présentation d'institutions, nous leur poserons un certain nombre de quelques questions justement sur le pourquoi, le comment de ces rénovations, l'avenir aussi de ces musées, leur public. Je pense que c'est des choses qui nourrissent beaucoup notre curiosité. Nous allons commencer, chère Mara. Dear Mara, we're going to start with you. Mara, you're the director of the Latvian National Museum. Mara, vous êtes la directrice du Musée national des beaux-arts de Lettonie, une institution magnifique qui est au cœur de l'histoire de la culture balte. Un bâtiment magnifique, vous allez nous en parler un peu plus, je pense. Je crois que c'est une très belle introduction aussi du sujet de ce soir, parce que le bâtiment porte les marques de l'histoire, de la culture de votre pays, et en même temps la modernité de ce pays, et représente également l'ambition de vos pays. Donc, vous avez la parole. Merci. Madame la directrice, Monsieur Rudolf Rapetti, chers collègues, mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Je vous remercie énormément de m'avoir invité et à vous faire une présentation aujourd'hui. J'aimerais partager avec vous certains aspects de mon expérience sur la rénovation du Musée national des beaux-arts de Lettonie. Il y a eu vraiment quelques temps forts dans la vie de quelqu'un et c'est la même chose pour ce musée. En 1905, la ville de Riga a décidé de mettre en place un musée et d'investir en même temps dans son avenir. 105 ans plus tard, en 2010, le conseil de la ville possède le musée et a décidé de reconstruire et étendre ce musée. Une compétition internationale a été lancée et 28 propositions ont été reçues. Ce sont les architectes de Process Office et de Andrius Kisgelas Architecture qui ont été sélectionnés. 3 tâches leur ont été confiées. Rénover le bâtiment existant, de reconstruire le bâtiment d'après les besoins d'un bâtiment moderne. Et troisièmement, et la tâche la plus compliquée, élargir le bâtiment pour un plus large espace public. De 2013 à 2015, le bâtiment principal a été clos pour pouvoir mener cette reconstruction. Les financements viennent de la ville de Riga ainsi que du Fonds de développement régional de l'Union européenne. Le reste des coûts ont été couverts par différents ministères de la culture et d'autres sponsors privés. Le musée a été réouvert le 4 mai 2016 aux visiteurs. Comme vous pouvez le voir ici, le Premier ministre et le ministre de la Culture
ainsi que la maire de Riga ont symboliquement réouvert le musée. Et ça a été un événement d'envergure internationale qui a vu une énorme couverture médiatique et a accueilli énormément de public. Le bâtiment a environ doublé d'envergure, passant de 400 mètres carrés à 800 mètres carrés. Il y a 3 étages qui sont connectés par des ascenseurs. Le bâtiment historique contient l'exposition permanente du 19e siècle. Les artistes lettoniens sont représentés ici dans cette exposition permanente. Donc vous avez ici des images de cet espace. Et d'autres nouveaux espaces d'exposition ont été créés. 2 terrasses offrent une vue panoramique sur la ville et sont ouverts à tous les visiteurs. Dans le nouveau volume sous terre, il y a 2 salles d'exposition qui représentent un vrai gain d'espace. Et c'est ici que nous stockons les nouvelles collections. Ici, vous pouvez voir les espaces d'exposition, le hall, les ateliers de restauration, les salles techniques dans l'extension souterraine. Ici, sur l'esplanade parc, il y a un nouvel espace avec différentes activités possibles et vous pouvez voir que le sol est vitré afin que l'on puisse avoir une vue du musée en dessous. Afin de soutenir nos visiteurs, nous avons mis en place de nouveaux programmes éducatifs et la possibilité de suivre des visites guidées à travers une application mobile. Prenant en compte les besoins des familles, notamment avec des jeunes enfants, nous avons créé un pack famille avec des jeux tactiles, des quêtes liées aux œuvres présentées. En ce qui concerne le marketing, nous avons également relancé la marque liée au musée. Enfin, 12 mois après la réouverture, le nombre de visites a augmenté de manière croissante. Plus de 300 000 visiteurs ont profité du nouveau musée. Par rapport aux précédents chiffres, le nombre de familles avec de jeunes enfants a triplé. Tout ceci est essentiel pour la survie de nos musées. Les musées doivent s'adapter et changer de manière permanente. Il ne s'agit pas seulement des changements logiques, mais également de la qualité des services, et cela va encore au-delà. Je suis convaincue qu'un bon musée ne doit pas suivre les tendances générales, mais doit être source de création. Par exemple, la nouvelle interprétation du patrimoine doit être intégrée à l'attente du public et, dans notre cas, également aux besoins des artistes. Il s'agit d'un espace public actif et je suis heureuse de dire que nous avons réussi à créer cela avec succès à Riga. Merci beaucoup de votre attention et j'espère pouvoir vous accueillir dans notre musée un jour. Merci. Mara, can I ask you a question? Mara, j'aimerais vous poser une question. Lorsque j'ai visité votre musée, ce qui m'a frappé, c'est la qualité de la rénovation, de la restauration de ce bâtiment extraordinaire. Il s'agit d'une création importante de la période Art Nouveau et vous avez plus que doublé la surface du musée avec non seulement une nouvelle aile, mais également une partie souterraine
Et je pense que cela est spectaculaire. Et c'est très important en termes de conception des musées d'avoir cette organisation de l'espace. J'aimerais vous demander, lorsque l'on est responsable directrice d'un musée, on se pose souvent la question d'équilibre entre la tradition et la modernité et l'architecture contemporaine. Donc comment est-ce que cela s'est orchestré dans votre tête lors de la création de ce projet? Merci pour cette question. Il était très important pour nous de maintenir le rôle symbolique du bâtiment comme vraiment monument marquant de la ville. En même temps, nous voulions revenir sur les points de vue et en faire un élément de nouveau visible. Nous avons cherché à optimiser les fonctionnalités du bâtiment existant et d'avoir une intégration naturelle des nouveaux espaces, notamment l'espace souterrain, avec une zone publique ainsi que la création d'un système unifié des services. Donc je pense que nos visiteurs se sentent bien dans ce musée, puisqu'on a vu que les visites ont considérablement augmenté et continuent d'augmenter. Je peux confirmer, en tant que visiteur, je me suis sentie vraiment bien. Merci. Cher Sergi, on va maintenant écouter la présentation de Sergi Helme, directrice du musée d'Estonie à Tallinn, un bâtiment très moderne avec vraiment une position forte en termes d'architecture que vous allez nous présenter. Et puis nous allons également échanger très brièvement et puis ouvrir la discussion. Donc je vous laisse la parole. Bonjour et merci d'être venu nous écouter ici. Le musée d'Estonie ne comporte pas qu'un bâtiment. Nous avons 5 bâtiments, 5 musées en fait. Donc cela signifie que nous avons différentes marques, différents styles, mais un seul esprit en réalité. Donc sur cette première diapositive, vous pouvez voir une photographie de l'espace du Kumu Art, le musée Kumu Art. L'un des bâtiments est une église qui a été construite au XIVe siècle et les nouveaux bâtiments, comme celui du musée Kumu Art, ont une autre dimension. Et c'est là que les tableaux qui sont exposés ici retrouveront leur place à la fin de l'année. L'histoire du musée Kumu a été particulièrement forte parce qu'avec cette construction, nous avons complètement repensé nos musées. Cela a aussi changé l'image de tous les musées en Estonie. Kumu a été ouvert en 2006, mais l'idée de construire un musée est née en 1993 et c'est à ce moment-là que la décision a été prise. Je suis très fière de cette décision. Parce que penser à un petit État qui n'a pas beaucoup de ressources financières, qui est très récent et qui veut ouvrir un espace qui accueille tout un large public, mais qui doit consacrer, qui a peu d'argent pour cela, parce que tout l'argent de l'État a été consacré à la survie, aux jeunes enfants, aux retraités, etc. Donc nous avons lancé une compétition internationale. Malheureusement, elle n'a pas été vaincue par un architecte estonien, mais finlandais, qui a pensé au cercle de l'éternité, qui a présenté son projet autour du cercle, et des matières différentes comme le cuivre, etc.
Donc pendant 8 à 10 ans, la rénovation n'a pas, la construction n'a pas vraiment pu se faire, mais enfin on a trouvé des solutions et on a pu dégager des fonds pour lancer cette construction qui a été ouverte donc un bâtiment qui a été ouvert en 2006. Construit en 2006. En 2008, nous avons obtenu le prix des musées européens donc pour l'année. Je parle beaucoup de Kumu dans un premier lieu parce que c'est un peu notre petit bébé, donc le dernier né. L'année prochaine, le musée original aura 100 ans et cela représente également un énorme changement dans la conception des musées parce qu'avant, on pensait qu'il fallait que les élèves puissent accéder au musée, mais ce n'était pas un endroit où les familles se réunissaient ou passaient une journée de repos, à profiter non seulement de l'art en lui-même, mais également d'autres services autour de l'art. Donc, ce que nous avons décidé de faire, c'est de saisir cette chance pour changer de fond en comble la vie autour du musée. Pas seulement la manière d'exposer, mais aussi tout ce qui va autour. L'idée principale pour nous était non seulement d'être visible, mais de réfléchir aussi comment renforcer cette visibilité. Nous ne voulions pas être... Nous voulions être très présents sur les médias, dans le marketing. Nous avons été très loin, jusque des panneaux publicitaires, etc. Les entreprises privées font cela, sont très agressives. Pourquoi est-ce que nous ne pouvions pas le faire pour un musée? Il s'agissait d'expliquer au public du but, de la portée que peut avoir un musée et le nouveau rôle que le musée peut jouer dans la société. Parce que... par exemple, le public aime la musique, le théâtre, mais l'art visuel, les musées n'ont pas toujours très bonne presse. Donc, nous voulions utiliser tous ces outils commerciaux et marketing pour mettre en valeur le musée. Et nous avons organisé un petit séminaire pour repenser à la position du musée sur une échelle entre les cathédrales et les centres commerciaux. Comment est-ce que l'on situe, comment est-ce que les musées sont vus par les citoyens? Donc j'essaye là d'expliquer le sens qu'on a voulu donner au musée, parce que les cathédrales, par exemple, on voit ça comme quelque chose que l'on ne peut pas toucher, qui sont assez ennuyeuses. Et d'un autre côté, on a les centres commerciaux, tout le monde va au supermarché, aux centres commerciaux, les enfants adorent ça. Donc on voulait réintégrer toutes ces stratégies pour modifier radicalement la manière dont les gens vont au musée et s'approprient le musée. Donc ça a été dans notre ville, à travers la région, un énorme travail. Et enfin, à peu près en milieu d'année, on a pu avoir une distribution assez large de nos slogans. Et c'est quelque chose que l'on voit encore fonctionner. Kumu est un musée vivant. Ce n'est pas juste un musée dans lequel on vient voir des choses, mais on est actif à l'intérieur. Deuxièmement, on a complètement repris un slogan qui disait « Sans passé, il n'y a pas d'avenir » et nous l'avons transformé en disant « Sans avenir, il n'y a pas d'avenir sans passé » parce que et en même temps, il n'y a pas non plus d'avenir s'il n'y a pas de passé, parce que si les jeunes ne s'intéressent pas au passé, le passé va disparaître. Donc, nous ne voulions pas juste nous adresser à ceux qui viennent déjà au musée, mais à ceux qui pourraient venir. Donc, nous avons considéré cette approche marketing comme la base de nos activités, et cela a commencé à porter ses fruits.
Et je dois dire que c'est le cas pour la plupart des musées aujourd'hui. Koumou a été le premier musée dans la partie est de l'Europe à mettre en place cette stratégie et cela nous donne également la possibilité de parler de stratégie de temps en temps. Beaucoup de nouveaux musées ont été construits en Estonie, mais ils ont tous utilisé notre stratégie. Ça ne me pose pas de problème, j'en suis très fière. Personne ne considère plus les musées comme un endroit poussiéreux et ennuyeux. Je crois qu'en Estonie, bien que nous soyons un petit pays, si on se concentre sur les pourcentages, je crois que l'Estonie est l'un des premiers pays en termes de visiteurs de musées. Nous avons vraiment un très fort pourcentage de visites. Donc, bien sûr, nous sommes aussi un pays touristique et nos voisins de Finlande et d'autres pays de la région viennent régulièrement, mais comme ma collègue de Finlande, un bon collègue à moi de Finlande me l'a dit, Syria, ne travaille pas avec les touristes, travaille avec ton peuple avant tout. J'ai gardé ça en tête et c'est ce sur quoi j'ai basé les différentes relations que j'ai créées. Je crois que je suis en train de dépasser mon temps de parole, mais je voulais rajouter un compliment aux Français parce que lorsque nous avons commencé notre collaboration, me suis adressée à beaucoup de musées à travers l'Europe. J'ai envoyé une lettre présentant notre musée, notre projet. J'étais juste à la recherche de contacts. Et il y en a très peu qui ont répondu. Et le premier a été le Centre Pompidou. Et notre première exposition a eu lieu là-bas, sur la photographie surréaliste. Donc merci à la France et merci à vous. Thank you, Syria. Merci beaucoup. Quand je vous écoutais parler de Koumou, vous disiez que la forme du musée a été choisie comme un symbole et que, du coup, le musée utilise beaucoup de matériaux traditionnels. Il semblerait que ça fasse partie de l'expo que nous avons ici. Pourriez-vous nous parler un peu plus de cela? Est-ce que c'est une réflexion de cet aspect symbolique de l'édifice? Je pense que l'idée était exactement cela, structurée. C'était un anneau, un cercle dans le sens de l'éternité. Et l'architecte a utilisé des matières précieuses en Estonie, comme on l'a dit, dans le sud en particulier de l'Estonie. Et donc, il a voulu utiliser différents éléments à l'intérieur, à l'extérieur, comme le cuivre. Et donc, du coup, à Tallinn, nous avons beaucoup d'églises et nous avons aussi, comme en Allemagne, des grandes tours et on utilise le cuivre justement dans cela et la couleur devient verte en gros. Et donc on n'avait pas 500 ans pour obtenir cette couleur et donc du coup c'était un élément en plus. Et puis la lumière évidemment. La lumière est fondamentale et donc du coup on a des grandes fenêtres. Donc on a trouvé en fait des possibilités, des subterfuges d'utiliser de la lumière. Et pourquoi la lumière? Parce qu'on a eu 6 mois dans notre pays où il n'y avait pas de lumière, c'était sombre. Et donc du coup quand la lumière arrive, pour nous, c'est une chose, comment dirais-je, sacrée, merveilleuse. Et donc,
Et d'ailleurs, il y a des personnes qui n'apprécient pas forcément cette luminosité, mais nous avons besoin de lumière, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, si je puis dire, ça peut sembler sévère, mais nous aimons aussi la neige, parce que il peut y avoir 4 ou 5 heures de lumière pendant la journée, donc la neige, cette blancheur nous aide aussi, et donc dans l'exposition, on a voulu aussi parler de cela, et donc oui, bien sûr, l'architecte avait cela en tête, cet aspect symbolique de la lumière, bien sûr. Mille merci. Nous passons maintenant à Lolita Jablonskiene, qui s'occupe de la Galerie nationale de Vilnius, et quelques mots sur ce splendide musée et cette splendide ville, naturellement. Alors, voici mes diapos. Bonsoir à tous, mille merci de cette invitation pour pouvoir m'exprimer. Alors, comme on l'a dit, eh bien, comme c'est le cas dans la plupart de nos musées, nous avons plusieurs entités, et donc c'est différentes structures. Donc, en tant que responsable de la Galerie nationale, eh bien, voici l'image d'emblée qui apparaît. Ensuite, la Galerie nationale, eh bien, est divisée avec l'art de la Lituanie, qui est partenaire d'ailleurs du projet. Et ici, par exemple, nous voyons le musée national qui a, eh bien, 9 entrées. On a un centre de restauration. Ici, nous avons eh bien, l'entrée qui nous montre, qui a été choisie, parce qu'on peut la comparer avec l'image de la National Gallery d'art. On voit cet aspect rénové, reconstruit de monuments antiques et anciens. Donc ce n'est pas, comme on dirait, juste une collection que l'on veut montrer, mais aussi on veut prendre soin des monuments, protéger les monuments. Donc, je voulais aussi vous présenter, eh bien, ici, le centre de Vilnius, c'est la Vilnius Picture Gallery. En fait, c'est ce lieu qui était l'ancien palais de la famille royale, où maintenant nous avons, eh bien, justement, les chambres intérieures, et on peut voir la collection privée d'art lituanien du XVIe au XIXe siècle, et aussi des expositions durant, qui représentent cette période, qui peuvent se placer là-bas. Ensuite, ici, nous avons le Applied Art and Design Museum, qui est situé dans l'ancien palais, le lieu où on avait donc les collections lituaniennes, et puis les arts appliqués internationales, et du coup, je peux ici vous montrer la rénovation de l'installation des arts appliqués du XXe siècle. Ici, encore un autre lieu qui est sur la côte, en fait. Ce n'est pas Vilnius, donc une ville qui s'appelle Palanga. C'est un lieu très important pour nous parce que c'est encore une fois dans notre histoire, eh bien, notre patrimoine, c'est la famille, une des familles royales qui a vécu là-bas, et c'est une collection unique d'ambre. Donc c'est une pierre précieuse, typique que nous avons, et qui est un objet naturel, de la joaillerie naturellement, et nous partageons cela aussi avec la Lettonie. Donc voilà, nous avons ici une collection privée d'ambre. Ici, c'est la Galerie nationale d'art. On parle de reconstruction justement, et je voulais vous dire qu'on est parti de l'édifice construit en 1980 comme le musée de la Révolution soviétique, et en effet ça représentait, ça ressemblait à
art. Et puis en 2005 jusqu'à 2009, on a fait une reconstruction imposante et on a fait vraiment un projet rénovant. Et on a toujours pensé que la façade du musée de la Révolution avait, là encore, toute une série d'aspects naturels lituaniens. Et donc, en réalité, on a utilisé pas mal de différents matériaux locaux. Ici, c'est ce que nous avons fait en 2009. Voilà, l'édifice a été donc recouvert de blanc. Donc on avait deux architectes qui ont participé à cela. Et ensuite, à l'arrière, vous avez cette autre vision qui nous... Bon, ici sur la photo, ça ne nous dit pas beaucoup. Ce sont des bureaux, d'ailleurs. Vous pouvez imaginer qu'on devient fou dans ces bureaux. Vous n'avez peut-être pas tout à fait tort, mais bon, bref, ce sont aussi des architectes qui ont participé, bien sûr, à cela. Ils sont d'ailleurs très fiers de leur travail pour, comment dirais-je, représenter le modernisme de cet édifice. Et puis, comment dirais-je, l'idée, c'est de pouvoir développer des programmes pour montrer les siècles, le 20e et 21e, les collections temporaires donc d'art lituanien. Et comme on l'a dit, on a aussi tout ce qui concerne la médiathèque, le centre d'information artistique, etc. Alors, en fait, ici, voici le titre du premier hall, le croisement des époques. On l'avait laissé vide à l'époque, quand les tableaux sont arrivés ici au musée d'Orsay, justement. Et donc, notre collection commence avec ce qu'on a appelé le croisement des époques ou des siècles. Et donc, on a eh bien, montré toute une série de collections de cette époque. Et on a fait certains changements, d'ailleurs. Et j'espère que vous pourrez venir les voir maintenant pour remplacer ce que nous avons mis, pour remplacer les tableaux qui sont ici. Et puis, des points fondamentaux de notre collection, les points forts, vous reconnaissez Ferdinand Rocher, ici, Mergiture, 1904-5, et donc ça fait bien sûr, on est très fiers de cela. Fluctuat Mergiture, c'est aussi bien sûr le motto de Paris, le slogan de Paris, et donc l'autre tableau de Konstantin Kolongiannis qui fait partie aussi de notre collection, les montagnes ici. Alors, les années 20, les années 30, l'Art nouveau, deux éléments intéressants dans cette période, la période du cubisme, avec Kai Sturis qui a collaboré avec les constructivistes, et puis aussi Antanas Gutaitis avec tout un cercle d'artistes qui sont venus à Paris dans les années 20 et qui ont eh bien, introduit cette nouvelle tendance. Ensuite, on montre les années 30, les traditions de l'époque, et puis l'influence aussi néoclassique des années 30 qui ont aussi été transposées à Paris. Et d'ailleurs, on peut voir sur ces diapos les collections que nous avons, qui ont bien sûr des artistes lituaniens, mais également des artistes polonais qui ont vécu en Lituanie, en particulier à Vilnius, dans sa région. Et ici, nous avons la tradition néoclassique par Jonas Mikenas et Ludomik Slendinski, qui eh bien, a été un artiste important des années 20 et 30. Et puis, l'idée, c'était de faire un petit résumé de nos collections des années 60 à 2001. L'idée, c'est de voir l'art du socialisme réaliste et les années 70 ici, avec l'art abstrait, et puis l'art contemporain aussi. Next, please. Et puis quelques mots maintenant sur les expositions. Je pense que pour notre musée, eh bien, trois mots-clés sont très importants. Tout d'abord,
la valeur à la recherche, à la connaissance. Nous donnons une valeur ajoutée à la collaboration internationale et à l'expansion du contexte de notre connaissance et de nos visiteurs, naturellement. Et puis, quelques mots peut-être aussi sur l'aspect inclusif, c'est-à-dire qu'on veut ouvrir ces expositions, par exemple ici, les dialogues sur la couleur et le son. Et donc, ce sont des artistes qui représentent parfaitement cela. Et c'est un contexte contemporain qui est très important ici pour nous. Et puis, on a une équipe qui a participé à ces expositions. Et l'idée, c'était vraiment d'impliquer le plus d'artistes possible. Et on était très fiers de commencer vraiment avec tout ceci. Et puis, j'ai voulu vous montrer l'une des dernières expositions que nous avons faites. C'était l'automne dernier, l'Académie de Vilna, Vilnius Drawing School. Donc, on a fait une installation particulière avec un peu comme une espèce de brouillard ici. On a mis ensemble toute une série d'œuvres à montrer au public. C'est très important parce que c'est une école de dessin, finalement, de Vilnius. Et c'est très important de souligner ici les artistes comme Ramsutin, Michel Sikon et d'autres qui ont participé à l'école de Paris dans l'entre-deux-guerres et qui ont eu cette éducation française. Et donc c'était important de le souligner. Et ici, juste pour vous montrer on travaille aussi, c'est notre intention de le faire de façon traditionnelle. On a des manuscrits ici de Jurtus Baltrušaitis, c'est-à-dire c'est un artiste lituanien avec des origines françaises. Et donc on a été fascinés par ces dessins, cette construction visuelle. Et donc on a aussi invité des artistes contemporains qui ont travaillé avec nous sur une installation particulière, spécifique, qui a parfaitement embrassé l'ensemble de l'édifice. Voilà, ça c'est une idée, un exemple de l'inclusion. On utilise tous les espaces que nous avons, donc de la Musée de la Révolution. On peut vraiment leur permettre de travailler à ces artistes de façon globale, inclusive. Et donc c'est cela qui est important parce que chacun a parlé de sa formation, de son éducation. Et bref, notre musée est très intéressant et intéressé à travailler avec des groupes, bien sûr les jeunes, mais pas que les jeunes, à travailler dans ce sens, c'est-à-dire qu'on veut avoir une cohésion sociale sur différents projets qui incluent beaucoup de personnes et avec des résultats tous différents, avec des personnes qui nous donnent des opinions différentes aussi. Et puis, on a un programme spécial pour les personnes avec des handicaps, par exemple, ou des personnes sans domicile. Bref, on veut mettre notre musée à disposition de la société civile. Mille merci. Merci beaucoup à vous. Je me rappelle d'avoir visité certaines expositions et je connaissais ces archives à l'époque. Et d'ailleurs, la muséographie était extraordinaire. J'ai une question sur cet édifice, sur ce bâtiment, comme vous le disiez. C'est un exemple finalement de l'architecture moderniste. Eh bien, comment ça s'est fait? Comment la décision a été prise de préserver cette architecture, y compris pour célébrer cette architecture d'un côté, et ajouter beaucoup d'éléments différents qui sont plus contemporains, somme toute. Et donc, comment on peut faire, comment on peut créer un équilibre dans cela? Alors, le musée lituanien a été offert par l'État. En fait, après la Révolution, il y a eu la volonté
d'insérer une nouvelle histoire des années 90. Et donc, il y avait l'un des architectes les plus célèbres des années 70 et 80 qui a participé à cela. Et donc, c'est vraiment un beau bâtiment, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui est inspirant, qui inspire vraiment. Et donc, l'idée, c'était d'adapter cela aux besoins d'un musée contemporain. Et quand on a fait cet appel d'offres, eh bien, en allant vers la construction, on a spécifiquement mentionné le fait qu'on voulait que le musée, en fin de compte, ne perde pas son, comment dirais-je, son histoire et qu'il parle à la ville, au pays. Et donc, ce projet qui avait donc ces deux, comment dirais-je, dimensions et ces lumières, eh bien, ressemblait un peu comme la surface du micro, c'est-à-dire que, oui, on aime cela, c'est-à-dire que les gens qui étaient dans le comité ont été impliqués comme si c'était des haut-parleurs. Ils parlaient à voix haute des monuments de la période soviétique. Et c'est ça qui a marché et c'est ça qui nous a inspirés. Enfin, Oswald Daugelis, qui est donc directeur du musée national de Coriolis, et en fait, c'est le seul musée monographique ce soir, mais voilà, quel artiste et quelle collection, n'est-ce pas? Nous allons vous écouter avec grand plaisir ce soir. C'est une grande opportunité pour moi d'être là. Je suis ravie, encore une fois, au musée d'Orsay. Et dans ce lieu, en fait, c'est vrai, je plaisante, mais c'est vrai. Alors, on n'est pas dans la capitale, mais maintenant, on devient, en 2022, on va devenir la capitale de la culture. Et à Kaunas, donc, et la ville célèbre cela, et notre vie, comment dirais-je, est fondamentale dans ce sens. En fait, notre musée est établi, on peut voir d'ailleurs les différences avec Vilnius, avec ce qu'on a dit. Bref, ça a été construit expressément pour cette raison. Donc, en fait, on a célébré le centenaire. Et il y avait beaucoup d'humilité. C'était quelque chose de temporaire, une petite galerie selon ce qu'on a voulu faire, c'est-à-dire on a travaillé petit à petit et on voulait montrer l'art lituanien, bien sûr. Et vous voyez, c'est assez moderne comme édifice. On a une lumière qui provient du plafond. Et donc, mes collègues ont pu apprécier d'ailleurs la dernière visite en septembre dernier. Et ça a été en fait fait pas que pour l'art lituanien en général, mais aussi l'art contemporain. Et donc, on a voulu faire une vitrine, n'est-ce pas, à toute l'Europe de notre art. Et donc, on parlait bien sûr des traditions. Donc, on a des croix, donc l'art religieux, mais également des dessins, des vitres, des étagères avec tous ces vitrages dans la galerie principale. Et nous avons aussi voulu mettre un espace ouvert, des salles uniques avec beaucoup de lumière, beaucoup d'air pour voilà, mettre en relief tous ces objets. Alors, le même architecte s'est occupé de cela et donc il est né à Vilnius et il a étudié à Saint-Pétersbourg et il a fait ses plans, cette planigraphie pour le musée, nouveau musée. Et en effet, on a célébré 500e anniversaire
de son décès, mais pour notre pays, c'est un anniversaire très important, une célébration très importante d'avoir un héros national, et donc ça a été un marketing fondamental dans tout le pays. Et puis, voilà, là c'est la façade nord d'ailleurs de l'édifice, et on a aussi de l'autre côté le musée militaire, c'est un palais, et donc voyons la prochaine. Là, c'est l'aspect qu'elle avait en 1936, quand ça a été ouvert. Et donc maintenant, en fait, on a les couleurs initiales. Voyons, on essaye de rénover aussi l'intérieur avec les sols qui étaient fragiles. Ça n'a pas été possible de faire toute une série de travaux, mais bon, on a gardé bien sûr les bases originales et l'aspect du modernisme aussi a été très important pour garder cet aspect autochtone et aussi le patrimoine historique. Alors, voici un exemple des salles avec la rénovation que nous avons faite dans la deuxième ville du pays, donc, et on a dû vraiment lutter pour introduire des nouvelles idées. Et donc, aussi durant les expositions, la rénovation n'est pas finie. Alors on peut faire donc des expositions temporaires. Et maintenant, on a justement ces expositions et on va bientôt ouvrir eu tout un parcours sur l'indépendance et donc toute cette histoire, une exposition dédiée à cette période. Et nous avons aussi des collègues qui s'occupent des arts graphiques. Dans les années 60, on a ajouté en fait ces statues et ça a été un grand succès. Là aussi, on a voulu rénover aussi ces ailes-là parce qu'on avait donc des collections locales de différents artistes et donc on avait vraiment besoin de mettre ce patrimoine aussi de ces artistes et c'était fondamental pour nous d'avoir ces artistes pour apprendre en fin de compte aussi de de ces artistes des autres racines qui pouvaient être présentes et c'était une exposition permanente à l'époque. Et donc après l'indépendance, eh bien, on a pu finalement le rendre plus important. Et les familles aussi ont participé au succès, à la documentation de cette période. Donc c'était en 69 où on a fait l'extension de cet édifice d'ailleurs. On a eu l'inspiration de Le Corbusier, beaucoup de baies vitrées, beaucoup d'air, beaucoup de tous ces aspects naturels. Et voilà, donc l'idée c'est que ça nous plaisait, mais technologiquement on n'était pas à la hauteur. Et donc on a dû travailler dans ce sens pour améliorer ces aspects et donc on a reçu des financements justement pour pouvoir faire ces travaux. Et en effet, on a commencé à rêver. Bien sûr, ça ne suffisait pas, mais bref, il fallait une rénovation globale, tout le système, l'illumination, l'air conditionné, le système d'alarme, les matériaux utilisés, etc. Mais bref, de toute façon, en 2003, on a réussi. On a donc réouvert les locaux. Et aussi, d'autres artistes lituaniens et architectes ont donné leur empreinte à cela. Donc on a ajouté au palais initial des années du 69, donc d'autres aires, d'autres pièces. Et donc
On a vu bien sûr les photos et puis on a reconstruit le tout. Donc, bref. Donc, ça a été dédié à différents artistes et ça n'a pas été facile parce que, voilà, il y avait tout le patrimoine que nous voulions garder, bien sûr, et aussi on a travaillé beaucoup sur la lumière, des lampes particulières, des verres particuliers et voyons voir d'autres photos des expositions, s'il vous plaît. Voilà, donc ça c'est l'un des aspects. Mais vous voyez, les gens aiment cette illumination, cette idée que l'on a eue, en fait, des collègues scandinaves, qui ont pu créer cette atmosphère. Et donc, on a décidé vraiment d'appliquer cela à notre art et on a donc retravaillé le tout et aussi le design et puis le son dans ces salles qui est fondamental. Donc voilà, on a appliquer les idées qui nous avaient été proposées avec des nouvelles technologies, l'illumination. Tous les systèmes sont totalement rénovés et vous pouvez vraiment vivre une expérience incroyable. Et puis, il y a eu vraiment toute une série de travaux énormes qui ont été faits, en particulier le système, l'installation, l'air conditionné, etc. Et bref, l'idée, c'est vraiment de pouvoir profiter au mieux de tout l'édifice global. Et bien sûr, on est aussi multifonctionnel, c'est-à-dire qu'on veut inclure différents aspects. On avait construit d'ailleurs différents édifices pour d'autres collections. Et donc, c'était les années 78. Et donc, on avait toute une série d'expositions qui ont été faites. Ensuite, d'autres exemples d'expositions sur les années 89. L'idée, c'était de parler de la Grèce antique, de cette architecture qui s'inspirait de la Grèce antique avec les colonnes que l'on a vues et les collections internationales qui étaient présentées, par exemple, ici, François-Xavier Fabre. Donc quelques exemples ici, et puis bien sûr on a aussi les civilisations antiques qui nous ont inspirés jusqu'au XXe siècle, y compris les édifices royaux. Ici c'est le palais présidentiel. Et voilà, c'est très important maintenant aussi pour notre République, les célébrations de l'indépendance, et c'est très solennel. Et donc, il y a une équipe très jeune qui travaille sur cela pour attirer de plus en plus de jeunes, de touristes aussi, de façon, certes, pour avoir un palais présidentiel plus modeste. Il est très modeste. Et, mais bref, notre président avait cette idée, c'est-à-dire d'avoir vraiment, d'adapter, en fin de compte, ces idées au palais présidentiel. C'est la dernière diapo. Alors, bref, je pourrais parler beaucoup plus, bien évidemment. Mais bon, nous avons la famille royale dans d'autres édifices également. Mais il faudrait passer beaucoup plus de temps à parler de tout cela. Mais c'est incroyable parce qu'il y a énormément de touristes français qui viennent nous voir et ça nous fait très plaisir. Merci. Merci beaucoup. Quand on considère les édifices, l'extension qui a été faite depuis les années 60, la façon dont ça a été rénové, eh bien, en fait, c'est un petit peu comme si la forme n'était pas du tout démodée. Et la façon dont vous avez renouvelé
rénover, par exemple, les différents éléments dont on a parlé, eh bien, font une connexion entre toutes ces époques. D'ailleurs, on n'a pas vu la bibliothèque, mais la bibliothèque est très contemporaine également, très bien intégrée. J'aimerais savoir ou comment vous avez fait, quoi, parce que les édifices sont très forts, ceux du passé. Et donc, vous avez utilisé différents matériaux très différents les uns des autres. Hein, et comment dirais-je, comment ces projets d'intégration ont pu être faits et comment cette question a été résolue? Eh bien, c'est une grande question. En fait, nos architectes sont très célèbres, populaires, et ce n'est pas facile de travailler dans ce sens. Et donc, elle était toujours au téléphone, d'ailleurs, cette architecte. Elle voulait toujours résoudre tous les problèmes. Et donc, elle voyageait beaucoup, elle se concertait avec des collègues de façon vraiment intelligente, vraiment enthousiaste. Et puis, on a discuté ensemble des projets, de ce qu'on avait vu sur les photos, de ce qui pouvait comment dirais-je, nous plaire par rapport aussi aux maquettes qui ont été proposées. Et donc, il fallait aussi penser à ce qui plaisait dans l'imaginaire collectif, à la population, aux valeurs qui étaient transmises. Et donc, du coup, on a voulu vraiment mettre tout cela ensemble. Et on a aussi utilisé des matériaux du passé, et on a discuté avec les architectes, comme je le disais, et l'idée, c'était de rendre possible tout cela. Et quand, par exemple, on avait des problèmes sur les anciens édifices, eh bien, parce que c'était trop pas assez clair, sombre, et donc pourquoi est-ce qu'on devrait utiliser cette même matière, par exemple, alors que, parce qu'on aura le même type de situation. Et donc, elle nous a recommandé des solutions. On avait de la céramique italienne, par exemple, qui a été utilisée, peut-être pas dès le départ, parce que notre public avait été effrayé, n'est-ce pas, par rapport à ces éventuels changements. Mais bon, voilà, on a utilisé différentes solutions pratiques, ad hoc aussi, qui correspondaient bien à la situation et qui permettaient, somme toute, de résoudre tout ça. Et je suis ravie de ce choix, parce que l'architecte Virginia a vraiment rénové et a vraiment fait un très bon travail sur la tradition qui se perpétue dans le temps. Tout à fait. J'aimerais vous remercier tous et juste pour partager les conclusions, toutes ces histoires de vos musées nous disent tellement de l'histoire de nos pays. Et les histoires ont bien sûr beaucoup changé dans ces 25-30 dernières années, surtout dans vos pays d'ailleurs, et combien nous avons accompagné la société qui a changé également. Et cela est très intéressant. Ce sont des exemples très enrichissants de changements qui nous démontrent combien nous tendons à oublier l'histoire, notre passé et l'autre partie de l'Europe, justement, que vous représentez. Et dans des temps difficiles, le XXe siècle, des temps durs, difficiles, et les musées représentent cette histoire, cette transformation, la symbolise vraiment. Et c'est ça qui est incroyable. Et c'est une leçon merveilleuse vue de Paris qui nous rappelle combien un musée peut être au centre de l'histoire d'un pays, d'une société, et combien c'est un défi politique aussi. Et je voudrais vraiment vous remercier tous ce soir pour nous avoir présenté ces musées avec les excellents et magnifiques travaux que vous avez faits dans vos pays, et donc pour être ici à Paris et nous montrer les merveilles de vos collections. Mille merci de tout cœur, et mille merci de votre participation ce soir. Merci encore.